Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir à froid tranquillement sur cette qualification mais aussi défaite mardi soir contre Aston Villa. On va décortiquer tout ça dans cette vidéo et sûrement une seconde qui sera postée demain soir parce que j'ai noté énormément de brouillons. Bien sûr à la fin on reviendra sur ce dernier carré de la Ligue des Champions dans lequel le PSG est invité, un des plus relevés de ces dernières années. Vraiment, il compte d'ailleurs 3 des 4 premiers au classement de la saison régulière. Et puis le PSG qui est là, en ayant fait tomber Liverpool, d'ailleurs, qui avait fini premier de ce classement. Donc ça en dit long à la fois sur le nouveau format de la Ligue des Champions et sur l'évolution du PSG de Luis Enrique à l'échelle de la saison. Bref, installez-vous, on parle de tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Faux2Faux qui vous propose des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, leur résistance, si vous les lavez pas trop chaud bien sûr, les qualités des coutures, des broderies sur les logos, une grande diversité dans l'offre, notre PSG bien sûr avec le maillot de Jordan et ses fameuses ailes, symbole de notre parcours de Ligue des Champions cette saison, d'autres clubs, des maillots vintage, les sélections nationales, la Formule 1, la NBA, n'hésitez pas à aller checker le lien dans la description, tout comme les informations sur le code promo et les promotions en cours sur la boutique plus généralement. Très souvent, vous en trouvez et c'est très intéressant. Vous ajoutez dans la barre commentaire au moment du paiement le maillot qui vous est offert en fonction du montant donc vous dépensez sur le site avec des délais de livraison compris entre 2-3 semaines grand maximum. Voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça et bien sûr, on les embrasse, c'est eux qui régalent. Alors, revenons sur cette défaite, mes qualifications contre Aston Villa mardi soir, avec certains joueurs déçus, énervés, qui n'ont pas pu s'en cacher, Dembélé, Vitinha, d'autres qui l'étaient un peu moins, Marquinhos, Luis Enrique qui n'a pas voulu dramatiser directement en après-match, mais avec lui, c'est souvent plus intéressant d'écouter la conf du match d'après, plutôt que celle qu'il fait juste après le coup de sifflet final, parce qu'il donne peu d'indications, même à ses joueurs en fait. Le débrief, il attend la séance suivante au campus pour le faire. Dans les vestiaires ou dans l'avion, il dit rien à ses joueurs. Il n'y a pas d'enseignement tiré ou quoi. Et donc, c'est vrai que peut-être sur la conf avant Le Havre, on aura plus d'infos sur son ressenti par rapport à ce match. Dans tous les cas, il y a plein de questions qu'on va soulever dans cette vidéo. Perso, dans le débrief à chaud, c'est vrai qu'on avait eu un ton un peu négatif parce qu'on restait sur cette deuxième mi-temps complètement loupé. Donc c'est toujours difficile quand il y a le coup de sifflet final, tu as tendance à retenir que ce que tu as vu le plus proche, quoi, donc la seconde plutôt que la première mi-temps. Dans tous les cas, même avec 48 heures et le revisionnage du match, je n'en démords pas. Il y a des attitudes qui sont vraiment honteuses, une vraie forme de suffisance, une leçon à tirer de ce match, et on espère que les joueurs vont le faire. Si on veut être évidemment positif, ils sont jeunes, ils sont emmenés par un Luis Enrique qui est très calme, très lucide. Ça peut être un bon point à tirer de ce match, qui sait leur parler, les emmener, les recadrer, je pense aussi, en interne, parce que souvent, on a des anecdotes de vrais clashs devant tout le vestiaire. Asensio, après le match contre Toulouse, Dembélé qui sort du groupe pour Arsenal en octobre, ça c'est une anecdote qui ressort depuis qu'on les a tirés en demi. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus, pas trop de doute sur le fait qu'ils vont vraiment tirer les leçons de ce quart de finale retour un peu loupé. Par contre, si on regarde à l'inverse le verre à moitié plein, on se dit que ce niveau d'exigence pour une qualification en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est quand même inédit. Se qualifier comme ça et ne pas être content ou être un peu mitigé, parce qu'en plus, il n'y a pas que nous en fait. Dans les commentaires, on m'a reproché d'être un peu trop dur avec les joueurs, mais les joueurs eux-mêmes le sont envers eux. Alors, bon, à part Marquinhos, mais Dembélé, Vitinha, c'était affiché, voilà. On y reviendra bien sûr sur ces attitudes. C'est vrai que ça témoigne du nouveau niveau d'exigence envers eux-mêmes, envers cette équipe qui se qualifie donc pour la deuxième fois consécutive dans les derniers carrés de cette Ligue des Champions. Allez, si j'avais à nuancer un petit peu, je dirais que je préfère le moment après le 3-2, ou plutôt après le duel de Marco Asensio qui me semble être le tournant ultime du match et de la double confrontation. Enfin, le moment où Aston Villa baisse les bras, lâche les armes en fait. Et donc, c'est vrai qu'après ça, on remet le pied sur le ballon, on se raccroche à nos principes, on fait tourner, on se crée des occasions. Alors, c'est vrai qu'on manque de justesse parce que, très clairement, l'équipe qui doit marquer enfin, s'il y avait un dernier but à marquer, ça aurait été nous,
les occasions de Dembélé, Désiré Doué et tout ça. Donc c'est vrai qu'après le 3-2, on flanche pas complètement, ça peut être un point positif. Par contre, à partir du 2-1 là, sur la fin de première mi-temps et le premier quart d'heure de la seconde, c'est quand même très compliqué. Voilà. Et d'ailleurs, pour revenir sur la fin de match, Luis Enrique reste lucide, déjà très calme sur son banc, et ensuite il fait pas de changement. Il fait pas de changement parce qu'il voit que son équipe retrouve un petit peu de la consistance, ressort la tête de l'eau, certains joueurs reviennent, Vitinha, Hakimi, parce que c'est vrai qu'il y en a qui finissent bien le match, Pacho, évidemment avec ce sauvetage légendaire au bout, et à l'échelle de la double confrontation, on a dominé 75-80% du temps. Donc évidemment que la prolongation est complètement, la qualification est complètement méritée. Peut-être que le seul changement de Luis Enrique, donc s'explique par justement le fait qu'on reprend le ballon et qu'il veut pas casser cette dynamique qui renaît un peu. Peut-être aussi qu'il a les prolongations en tête. Ça, ce serait une question intéressante à lui poser. Pourquoi Warren ne rentre pas? Pourquoi il y a que Désiré qui rentre et après vous faites rien? Est-ce que c'est parce que votre équipe commençait à tourner un peu mieux? Ou est-ce que vous aviez des prolongations en tête et vous attendiez pour garder vos salves de changement en vue d'une prolongue ou d'une potentielle séance de tir au but? Bref, et si on est objectif, sur le match de mardi, le moment où tu déconnectes, c'est à 2-0, quand tu as 4 buts d'avance. Sur la double confrontation, tu mènes 5-1. Est-ce que on peut projeter ça sur les matchs contre Arsenal? Je sais pas. D'ailleurs, j'ai envie de dire non, parce que une telle avance, forcément, tu peux te déconcentrer, tu vois. C'est la première explication de toutes ces attitudes suffisantes. Et contre Arsenal, évidemment qu'on n'aura jamais 4 buts d'avance, enfin, je pense pas. Donc, on se retrouvera pas dans ce genre de situation qui pourrait t'amener à ce genre de comportement. Et comme je l'ai dit, fin de match plutôt réussi, même l'après-match, avec donc Dembélé qui dit on s'est vu trop beau, bon, le fameux selfie où il tire la gueule avec le trophée d'homme du match. Vitinha aussi, hein, qui est très lucide et tout ça. Donc les deux sont très déçus. Et après, on a eu dans les médias des sources qui ont dit, voilà, dans les vestiaires, l'ambiance était pesante. Il y a une vidéo de Safonov qui a fuité où vraiment pas grand monde ne parle. Il n'y a pas trop de musique. Mais même, on l'a vu, hein, il n'y a pas eu de célébration avec les ultras. Enfin, Marquinhos, Donnarumma, Désiré Doué de tête vont les voir. Et les autres, ils rentrent au vestiaire. Mais même les vidéos à l'aéroport, tu vois qu'il n'y en a que 4 qui sont allés voir la quarantaine de supporters qui s'étaient déplacés pour les accueillir à Paris, en fait. Je crois que c'est Gonzalo Ramos, Marquinhos, Beraldo, et il y en a un quatrième dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, très sobre, pas de célébration, repos mercredi, et donc reprise de l'entraînement jeudi avant la réception du Havre, c'est samedi. Voilà. D'ailleurs, il n'y aura pas de débrief. Hein. Je précise que je serai en week-end et que je n'aurai aucune connexion, même pour regarder le match. Donc, n'attendez pas de débrief du match de samedi. Voilà. Passons évidemment aux prestations individuelles. Commençons par le gardien et le meilleur joueur. Enfin, c'est assez fou de dire ça de Donnarumma, que ce soit l'homme du match. Très clair, hein. J'ai pas compris pourquoi l'UEFA a donné le trophée à Dembélé. Pour moi, c'est Gigio très clairement. Alors qu'il prend 3 buts. Mais évidemment, sur aucun des 3, on peut lui imputer quelque chose, une responsabilité. Et il y a des arrêts qui sont tellement incroyables. Enfin, celui sur la frappe de Rashford, la détente, l'envergure, comparé à la vitesse à laquelle la frappe part. Celui sur Tielemans. Alors, le truc, c'est que Rashford, on prend le but sur le corner qui suit. Donc, bon, c'est vrai que tu gardes un goût un peu amer. Par contre, Tielemans, c'est un arrêt tellement, mais tellement décisif. J'adore en plus ce genre d'arrêt où tu es un peu en lévitation comme ça. La qualité des occasions d'Aston Villa est vraiment très bonne. Et d'ailleurs, si on compare les arrêts que Donnarumma a eu à faire et ceux d'Emiliano Martinez, ça en dit long sur les animations offensives de mardi. Parce que nous, bon, Martinez, c'est pas extraordinaire, quoi. La plupart du temps, c'était sur lui, les arrêts à faire. Pas comme au Parc des Princes, où il avait vraiment aussi fait un bon match, d'ailleurs, un peu comme Donnarumma là-bas. Il prend 3 buts, mais il fait quand même un bon match, Emiliano Martinez. Mais voilà, donc Gigio est vraiment exceptionnel. C'est peut-être son meilleur match, enfin je pense que c'est son match le plus décisif sous les couleurs du PSG. Son meilleur, j'ai envie de dire peut-être aussi, parce que même au pied, il est serein. Hein. Il n'y a pas de bagage envoyé en touche.
il fait pas n'importe quoi. Et devant lui, pourtant, on n'était pas bien rassuré. Marquinhos, Vitinha l'ont mis un peu en galère par moment. Et donc, c'est vraiment très fort. Et c'est renforcé par les caractéristiques de l'équipe adverse. Après le gros match contre Liverpool, celui contre Manchester City aussi. Voilà, 3 équipes qui collent aux défauts de Donnarumma, en fait, qui ont les qualités de ses défauts. Donc, qui canardent de centre, qui peuvent tirer de loin, qui ont des joueurs très athlétiques, qui vont te gêner sur les corners. D'ailleurs, on l'a vu aussi sur les corners. Par moment, Aston Villa essayait de faire des blocs comme Liverpool sur le match retour à Anfield. Et lui, voilà, il les poussait à chaque fois, il en démordait pas. C'était vraiment bien vu de sa part. Donc voilà, contre 3 équipes qui, sur le papier, sont censés le martyriser, eh bien, il réussit à être même fort sur ses défauts. Typiquement Arsenal, équipe qui, voilà, s'inscrit dans la lignée des City, des Liverpool et Aston Villa, enfin, qui est une équipe anglaise, quoi. En octobre, il est fautif. Et bien sûr, on l'attend en demi-finale pour se reprendre hein, de ce match en octobre. Demi-finale qui nous dira plus sur la prolongation, évidemment, parce que c'est revenu sur le devant de la scène. Après, moi, je suis d'avis qu'il faut attendre évidemment la fin de saison pour se prononcer, lui donner le chèque ou pas à Didio. Mais les derniers échos, c'est qu'il est ouvert à une baisse de salaire, tout simplement. Voilà, à indexer une partie de son salaire sur les performances, enfin, comme Luis Campos le veut. Et voilà, il veut absolument rester au PSG. Il est très très bien. Donc on verra, mais c'est un pas de plus, évidemment, vers la prolongation, ce match. Sa campagne, évidemment les phases à élimination directe, hein, pas les phases de saison régulière, est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Ça sent bon, mais attendons quand même la double confrontation contre Arsenal. Bon, Nuno, on va être moins dithyrambique parce que c'est cool, hein, il te met encore un super but. C'est vrai qu'offensivement, il est très bon. Même à la relance, hein, il lance bien Barcola sur le premier but. C'est un joueur qui te trouve des passes bien appuyées, qui est un très bon contre-attaquant aussi, très rapide, machin. Mais défensivement, que c'est compliqué. Et alors, c'est un miracle que mardi, il soit pas impliqué sur un des buts. C'est vrai qu'il fait un mauvais match défensivement, mais il est pas sur la photo d'aucun des 3 buts. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais qu'est-ce qu'il se fait prendre quand il s'amuse à monter sur le porteur et qui se fait aspirer derrière, qui libère de l'espace dans son dos et que voilà, la défense en zone est cataclysmique. Mais cataclysmique. Quand il n'a pas de référence et voilà, et aussi de pression. On va pas se mentir, mais contre Arsenal, il va retrouver un peu ce qu'il avait eu avec Mohamed Salah. C'est-à-dire que déjà, il a face à lui le facteur X de l'équipe adverse. On va pas se mentir, Bukayo Saka, ailier droit, donc qui sera sur Nuno, c'est le meilleur offensif d'Arsenal, celui contre lequel on doit être le plus vigilant, parce que bon, Martinelli dans le jeu me fait un peu moins peur. Mais et puis alors Mikel Merino en numéro 9, bon. Mais Saka, grosse pression. Tout le monde va en parler. Il sera vraiment gonflé à bloc, Nuno, comme sur Mohamed Salah. Tout le monde aura peur, les chocottes, machin. Il saura quoi faire. Il aura juste à s'en tenir à Saka, défendre sur lui, machin, pas lui laisser d'espace, lui mettre des coups de tampon s'il a un temps d'avance sur le contrôle, machin. Donc là-dessus, on peut être un peu rassuré. C'est une physionomie qui ressemble à son duel avec Mohamed Salah, même si Saka, il l'a déjà rencontré en octobre, et ça s'était mal passé. Rappelez-vous le coup franc du 2-0, il le concède en faisant une faute idiote sur Bukayo Saka. Après, bon, c'était un coup franc un peu lointain. C'est comme la perte de balle sur le but à l'aller contre Aston Villa. C'est un truc qui est loin du but. Il y a d'autres erreurs après. Donc bon, tu te dis à quel point il est responsable, machin. Mais dans tous les cas, sur le reste du match, à ce moment, à l'Emirates, ça a été compliqué pour ce bon vieux Nuno. Donc là, j'espère qu'il va inverser la tendance et qu'il nous fera un gros match contre Saka parce que mardi soir, ça a encore été compliqué défensivement. L'impression reste quand même assez négative à son sujet sur cette partie. Bien sûr, offensivement, rien à dire, hein. Autant, il y a certains matchs dans la saison où il est en cafouillage complet. Enfin, le match à Munich, par exemple, en novembre, il est très mauvais offensivement. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, il y a les 2 buts, hein, notamment, enfin, Unai Emery qui disait après le match aller au Parc que le but de Nuno, le 3e, changeait rien à la double confrontation. Au final, c'est ce but-là qui nous qualifie, quoi. Qui fait qu'à 3-2, on est qualifié mardi soir.
Voilà. Passons à Marquinhos. Marquinhos qui était le seul tout content à la fin du match. Ça en dit long sur le fait que dans cet effectif, il est peut-être un peu déconnecté. C'est un ancien. Il porte la trace de pneus mardi soir déjà. Et ensuite du passé. Hein, parce que quand tu fais la première mi-temps qu'il sort mardi soir, où il est vraiment excellent, c'est vrai qu'il rattrape tout. Rashford n'existe pas. Techniquement, à la relance, il est bon. Il prend des risques. Il envoie des ballons pieds en rupture. Et retour des vestiaires, liquéfaction totale. Et la seule explication plausible, c'est vraiment ressasser le passé, quoi. Se dire que ce mec, parfois, retombe dans ses travers. Parce qu'en seconde, il flanche, mais complètement. Et dans tous les compartiments. C'est pas je perds un duel, comme sur le match aller contre Liverpool avec Darwin Núñez. C'est je perds tous mes duels, je suis en retard, mes lectures de trajectoire sont mauvaises. Techniquement, il fait une bonne première mi-temps. En seconde, il fait n'importe quoi. Il y a des trucs qui sont balancés n'importe comment. La défense de la surface, c'est pareil. Enfin, l'aile de pigeon calamiteuse, c'est bizarre. C'est très très bizarre. Alors, on sait que cet été, le club veut recruter un central droitier. Est-ce que tu pars sur un petit jeune, auquel cas tu peux garder Marquinhos et faire ta transition en douceur? Ou est-ce que, boum, tu vas voir Liverpool, d'ailleurs qui ont prolongé Mohamed Salah, compisté, et Van Dijk. Bon, alors compisté aussi, mais ça c'était vraiment très très lointain. C'est des médias anglais qui s'étaient excités après la discussion dans les couloirs d'Anfield. Rappelez-vous, avec Luis Campos et Nasser. Donc les deux prolongent. Konaté a toujours l'offre sur la table, mais n'a toujours pas prolongé, contrat jusqu'en 2026. Et voilà, est-ce qu'on fonce sur un Konaté par exemple? Là, ça poserait plus de questions concernant Marquinhos. Moi, je vais vous le dire. J'espère qu'on remporte la Ligue des Champions. Comme ça, l'histoire est belle et il part par la grande porte. Mais vraiment, j'espère pour lui. Déjà parce qu'il fera partie de cette équipe qui a remporté la Ligue des Champions. Et ensuite parce qu'il peut partir. Ça fait quand même quelques étés qu'on entend parler de l'Arabie Saoudite. Je peine à juger en fait Marquinhos dans cette équipe. Sur le match de mardi soir, bon, vous l'avez compris, c'est très clair. Je le trouve vraiment un peu à contre-temps, à contre-courant. Enfin, il y a quand même, entre Marquinhos et les autres, 2 ou 3 générations QSI d'écart, quoi. C'est-à-dire que Marquinhos, il est là, mais il était là sur Pepsi et tout ça. Il était là sur la Ney Mbappé. Il était là sur Laurent Blanc. Donc, bon, ça fait 3 génés, quoi. À un moment donné, c'est vrai que le match de mardi soir va dans le sens plutôt d'un départ cet été. Celui à Liverpool, l'inverse. Mais j'ai repris un peu ces anciens matchs de la saison et je citais tout à l'heure le duel face à Darwin Núñez contre Liverpool typiquement. Voilà, ils allongent, le mec vient de rentrer et toi tu perds ton duel. Et au final, bah t'es un peu sur la photo du but. Le match à Munich, j'en reviens. Le match à Munich parce que je l'ai revu récemment. Il est pas bon. Il est pas bon, il est pris, il est absolument dépassé. Mais ça on le sait qu'il a perdu en explosivité, en vitesse Marquinhos. Donc là-dessus c'est vrai qu'il y a quelques questions. Bref, Pacho. Alors Pacho, lui, il fait un match bizarre. Il fait un match bizarre parce que c'est un peu l'inverse. Lui, c'est en première mi-temps, il est un peu dépassé, il perd certains duels, il est pas bien placé. Et ensuite, il monte en puissance. En fin de match, c'est vrai qu'il est plutôt bon, il est un peu tout seul, même sur le dernier quart d'heure. Alors, il dévie 2 des 3 buts. Bon, on peut se dire il est sur la photo machin, mais ça enlève de la valeur au but. Hein. Une frappe qui est déviée, évidemment, elle a un peu moins de valeur. Et deuxièmement, ça montre que lui va toujours au bout des actions, qu'il met le pied, même quand l'adversaire commence à armer. Bah lui, il fait pas comme les autres, quoi. Il fait pas comme Marquinhos et Vitinha, il monte pas ses fesses. Parce que ça, c'est un truc mais qui m'insupporte. Mais Vitinha sur le duel avec Rashford sur le 3e but dans la surface. Marquinhos, c'est à chaque fois. Marquinhos, il y a un truc qui m'avait traumatisé, c'est le but de Gabriel Jesus, si je dis pas de bêtises, quand on perd 2-1 à l'Etihad, c'était en 2021-2022. Mais c'était en phase de poule. Et il y a un but vraiment, mais il se retourne d'une force. Mais ça m'insupporte. Et lui, Pacho, le fait vraiment pas. Donc ça, c'est à mettre à son crédit. J'ai une appréciation, plus positive que négative, même si c'est pas non plus le match du siècle pour l'Équatorien. À la relance, il était clairement visé. Hein. Sur le pressing d'Aston Villa, c'est vrai qu'on allait sur lui et au final, pas eu d'erreur. Et même quelques gestes appréciables, intéressants.
Ça, c'est à signaler aussi. C'est à signaler. Hakimi. Alors, Hakimi, lui, il démarre pas très bien. Lui, c'est pareil que Pacho. Il démarre pas très bien le match. Il est un peu bousculé. D'ailleurs, son but au tout début de l'action, il est par terre pendant 30 secondes et au final, il se relève. Il fait une course de cheval sur 40 mètres pour aller finir. C'est bien. Mais c'est vrai que, voilà, sur la plupart des duels, il est un peu dépassé par les événements, par l'intensité. Et comme Pacho, il finit fort. Alors lui, j'ai une explication. Il y a aussi l'entrée de Désiré Doué, ailier droit. Parce que quand tu es avec Kvaratskhelia, qui est insupportable à toujours aller s'empaler dans la densité et choisir la solution individuelle, plutôt que de faire circuler le ballon et te la donner, c'est sûr que c'est difficile d'exister. Tu fais des courses, tu es disponible, mais tu reçois pas. Donc tu peux pas être concret décisif. Donc ça, c'est à mettre à la décharge d'Achraf. Et du coup, quand Désiré entre, je trouve que les deux ont une meilleure relation. C'est vrai. Et du coup, peut-être que ça influence. Son but, revenons quand même sur le but d'Achraf parce qu'il est vraiment travaillé. C'est quasiment le même que celui contre Liverpool, celui de Dembélé. Il n'y a eu qu'un but de toute façon dans le jeu contre Liverpool. Dans le sens où c'est un contre, où tu vas chercher Barcola, enfin un contre. À Liverpool, ça partait du gardien, donc c'était pas vraiment un contre, mais voilà, là ça en est un. Où tu vas chercher Barcola dans la profondeur. Contre Liverpool, c'était à droite, là c'est à gauche. Centre, dans une zone dangereuse, difficile à défendre. Et donc, tu provoques le cafouillage entre le gardien et son défenseur. Et tu as quelqu'un qui est là en opportuniste. Donc, ça fait plaisir. C'est Achraf pour cette fois. Donc voilà, encore un but marqué. Le deuxième en Ligue des Champions. Je crois qu'il a 4 passes D, si je dis pas de bêtises. Ce sont des buts vraiment importants. Celui-là, le second, c'était contre le PSV, rappelez-vous. C'est le but de l'égalisation en début de deuxième mi-temps, si je dis pas de bêtises. But de loin. C'est quand même important. C'est quand même des buts qui comptent à l'échelle de notre saison. Vraiment pas ridicule, Achraf. Donc voilà. Après, il court comme d'habitude. Défensivement, par moment, c'est vrai qu'il y a quelques absences, mais c'est pas catastrophique. En revanche, un qui a été méconnaissable absolument, c'est Vitinha. C'est Vitinha qui est à l'image de cette équipe. Alors, c'est marrant parce qu'on pourrait tout de suite nuancer et se dire que lorsque Vitinha fait son pire match, eh bien, on assiste à un des pires matchs du PSG. Donc, peut-être que ça témoigne aussi, paradoxalement, de son importance pour cette équipe, du fait que c'est le métronome, le chef d'orchestre. Mais bon, ce serait bien de faire des bons matchs, surtout en quart de finale retour de Ligue des Champions, et de pas avoir ce comportement, ces gestes superflus, ces prises de risque, absolument inutiles. La tête dans la surface en première mi-temps, c'est n'importe quoi. Les trucs qui servent à rien. Le troisième but, la défense sur Rashford. Alors, c'est vrai que Rashford a fait mal, hein. Marquinhos, Vitinha, même Ruiz, par moment, a peiné. D'ailleurs, sur le troisième but, Ruiz se fait prendre au préalable. Mais Vitinha, c'est encore plus flagrant, surtout, voilà, le fait qu'il se tourne comme ça, c'est complètement ridicule. Heureusement, pareil, il se reprend sur la fin. En fin de match, il remet le pied sur le ballon, il réussit à trouver des ouvertures, à s'investir dans les circuits, temporiser, machin. Donc, ça, c'est vraiment bienvenu. Cette fin de match, c'est une séquence positive. C'est vrai que tout n'est pas à jeter. Mais sinon, il y a très peu d'actions concrètes offensivement. Et alors, défensivement, je crois que c'est le pire. Je crois que c'est vraiment la pire facette de son jeu mardi soir parce qu'il a vraiment été inutile. Il n'y a pas d'autre mot. Introuvable, inutile, toujours derrière le porteur, toujours à se jeter dans le mauvais timing, dans les mauvaises zones. Et au duel, pas du tout d'impact. Donc, c'est vrai que c'est un match à oublier pour Vitinha et on espère que face à Arsenal, eh bien, on n'aura pas un scénario similaire, évidemment. Bref, prochain, c'est Fabien Ruiz, mais on est déjà à 22 minutes. Je pense qu'on peut se retrouver demain pour continuer et donc terminer cette analyse de ce quart de finale. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, voilà, régalez-vous et donc demain, on enchaîne et on continue. Ciao les amis, prenez soin de vous.